Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence, en espérant que la situation s'améliore dans un avenir relativement proche. Merci également à vous d'être présents pour la présentation du rapport monitoring socio-économique qui devait avoir lieu initialement le 11 mars 2020, mais malheureusement la crise est passée par là, nous empêchant de vous le présenter dans une vraie salle. Cependant, ce rapport reste tout à fait d'actualité. En effet, dans le rapport du groupe de travail évaluant l'impact social de la Covid-19, groupe auquel participe le SPF Emploi, il a été mis en évidence que les personnes de nationalité étrangère faisaient partie des groupes les plus touchés par la crise. Et notre rapport monitoring permet d'ores et déjà d'apporter certains facteurs explicatifs qui seront analysés plus en détail dans le prochain rapport. Les références du rapport de ce groupe de travail vont être indiquées dans le volet poser une question. Pour rappel, vous ne pouvez pas nous poser des questions oralement, cependant, n'hésitez pas à utiliser le volet poser une question. Je passe maintenant la parole à Louise pour la présentation des résultats du rapport. Merci Valérie. Voilà, donc je vais entamer la partie sur les résultats et tout d'abord je vais commencer par un tout petit peu de méthodologie. Alors les données que nous utilisons proviennent du Data Warehouse Marché du Travail et Protection Sociale de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Ce Data Warehouse contient les données administratives anonymes pour toutes les personnes connues des institutions de sécurité sociale belges. Donc pour ce rapport, nous travaillons donc avec les données de la quasi-totalité de la population résidant officiellement en Belgique, âgée de 18 à 64 ans. Les données étudiées dans ce rapport concernent les années de 2008 à 2016, c'est-à-dire 2 années de plus que les années précédentes. Alors, quelles sont les autres nouveautés pour ce rapport ? Eh bien, tout d'abord, la variable niveau de diplôme qui a été améliorée et complétée. Donc, nous l'avons améliorée car nous pouvons maintenant faire la différence entre les niveaux bac, master et doctorat. Et par ailleurs, elle a été complétée avec le domaine d'études dans lequel le diplôme a été obtenu. Mais Valérie y revient dans un instant. Ensuite, nous avons ajouté 5 nouveaux chapitres thématiques que vous voyez sur le slide et sur lesquels nous revenons à la fin de la présentation. Alors, j'aimerais commencer tout d'abord en vous présentant la répartition générale des différents groupes d'origine en Belgique. Donc, en prenant en compte uniquement les personnes en âge de travailler, de 18 à 64 ans, nous partons avec une population de plus de 6 millions de personnes. Parmi ces personnes, en Belgique, donc, 62,5% sont d'origine belge en 2016 et un peu plus de 31% sont d'origine étrangère. Alors, dans le rapport du monitoring, les personnes d'origine belge sont définies comme les personnes qui sont belges, nées belges et dont les 2 parents sont eux-mêmes nés belges. Les personnes d'origine étrangère sont donc les personnes qui ne répondent pas belges à un des critères que j'ai cités. Donc, ce sont les personnes qui ont une nationalité étrangère ou qui ont eu par le passé une nationalité étrangère, ou bien les personnes dont un des 2 parents ou les 2 parents ont une nationalité étrangère ou ont eu dans le passé une nationalité étrangère. Donc, à côté de ces 2 grands groupes, nous avons les personnes pour lesquelles nous n'avons pas suffisamment d'informations pour déterminer l'origine, ici, 6,4%. Ce groupe diminue d'ailleurs d'édition en édition du monitoring, donc dans le rapport précédent, il était encore de 8%. Alors, le groupe d'origine étrangère peut être détaillé en fonction des pays d'origine que nous avons regroupés en catégories. Donc ça s'affiche maintenant sur le bas du slide. Donc ce graphique représente la répartition des origines parmi la population de personnes d'origine étrangère. Alors ce que nous pouvons constater directement, c'est que les origines européennes constituent plus de la moitié des personnes d'origine étrangère. Parmi ce groupe, le groupe le plus important est celui des pays de l'UE 14, c'est-à-dire les pays les plus anciens de l'Union européenne. Le groupe de pays de l'UE 13, c'est-à-dire notamment les pays d'Europe de l'Est, est quant à lui en augmentation entre 2008 et 2016. Parmi les origines non européennes, donc les origines qui se trouvent ici,
Le groupe d'origine maghrébine est le plus important, avec 16%, donc en 2016. Il est suivi par le groupe que l'on a appelé les autres origines africaines, c'est-à-dire les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, avec 7,6%. Vient ensuite directement, avec 7,5%, l'origine notée candidat UE, qui regroupe les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et dont on sait qu'il se compose principalement de personnes d'origine turque. Alors, sur ce slide, vous voyez la même population que je viens de décrire, donc toutes les personnes d'origine étrangère, seulement là, on les a réparties entre les différentes entités donc en Belgique. Alors, soulignons que pour la première fois, nous avons traité à part les données de la communauté germanophone dans ce rapport. Alors, dans les 4 entités, les personnes, on voit directement que les personnes originaires de l'UE 14, donc ici en bleu foncé, constituent le plus grand groupe de personnes d'origine étrangère. Le deuxième groupe le plus important est celui de l'origine maghrébine pour Bruxelles, la Wallonie et la Flandre, tandis que dans la communauté germanophone, les personnes originaires d'un autre pays européen constituent le deuxième groupe le plus important. Ce groupe reprend les pays européens qui ne font pas partie de l'Union européenne. On constate enfin que la diversité des personnes d'origine étrangère est la plus grande à Bruxelles, suivie par la Flandre. Dans le précédent rapport, le niveau de diplôme était appréhendé uniquement sur base du census et sur base des services publics de l'emploi. Cependant, nous avons constaté qu'il n'était plus possible de capter de manière optimale le niveau de diplôme pour les jeunes générations sur base des données du census 2011. En effet, toutes les personnes qui obtenaient leur diplôme après 2011 ne sont pas reprises dans cette base de données. Et si elles ne se sont pas inscrites ou ne sont pas inscrites auprès d'un service public de l'emploi, leur niveau de diplôme demeurait inconnu. Nous avons donc amélioré cette variable, toujours en utilisant les données du census et des services publics de l'emploi, mais en les complétant avec celles provenant des bases de données portant sur l'enseignement qui sont présentes dans le Data Warehouse. Il s'agit pour la Flandre de la base de données LED, qui porte sur tous les niveaux d'enseignement, et pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, il s'agit de la base de données Saturne, qui porte sur l'enseignement supérieur hors université, et la base de données CREF, qui porte sur l'enseignement universitaire. Alors, 4 niveaux de diplôme sont principalement utilisés dans le rapport. Le niveau faible, c'est-à-dire que les personnes ont au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. Le niveau moyen, c'est-à-dire que les personnes possèdent un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le niveau élevé, c'est-à-dire que la personne dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Pour ce niveau de diplôme, d'ailleurs, on dispose de variables ventilant en bac, master et doctorat, et ceci est fait pour un certain nombre d'indicateurs dans notre rapport. Et enfin, le dernier niveau de diplôme est inconnu, c'est-à-dire que le niveau de diplôme n'est pas indiqué ou est manquant dans les bases de données. Enfin, ce rapport permet également d'identifier le domaine d'études qui est associé au niveau de diplôme, et les 9 domaines principaux utilisés pour l'analyse sont repris sur ce slide. Des données plus détaillées en sous-domaines sont également analysées dans le rapport. Alors sur ce slide, on peut voir le niveau de diplôme selon l'origine pour les personnes de 20 à 64 ans. En 2016, 25,2% des personnes possèdent au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. 34,8% possèdent un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et 31,5% possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur. On peut voir que pour 8,6% de la population, le niveau de diplôme n'est pas connu. Alors, à l'exception des personnes d'origine belge, nous pouvons constater que la part des personnes pour lesquelles le niveau de diplôme n'est pas connu est supérieure, voire largement supérieure pour certaines origines, à la part moyenne observée pour la Belgique. Quelle que soit l'origine, le diplôme n'est pas connu, principalement pour les personnes étrangères inscrites au registre national depuis 5 ans ou moins. Alors, les Belges d'origine possèdent principalement un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
mais cette part est très proche de celle de ceux possédant un diplôme de l'enseignement supérieur. Les personnes d'origine étrangère possèdent principalement au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, mais quelques origines se distinguent. Ainsi, les personnes originaires d'un pays de l'UE 14 possèdent principalement un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Les personnes originaires d'Océanie, Extrême-Orient et d'Amérique du Nord possèdent quant à elles principalement un diplôme de l'enseignement supérieur. Alors sur le slide suivant, on peut voir que deux domaines d'études se distinguent principalement pour l'ensemble des origines. Il s'agit du domaine des sciences sociales, commerce et droit, ainsi que celui de l'ingénierie, industrie de transformation et production. Il y a cependant à nouveau quelques exceptions. Pour les personnes originaires d'un autre pays africain, les deux domaines d'études principaux sont le domaine sciences sociales, commerce et droit et la santé, protection sociale, avec dans ce dernier domaine une part de diplômés dans les soins infirmiers bien supérieure à celle observée pour les autres origines. Pour les personnes originaires du Proche et Moyen-Orient, d'Océanie, Extrême-Orient et d'un autre pays asiatique ainsi que d'Amérique du Nord, c'est le domaine des lettres et arts qui se retrouve dans le top 2 avec le domaine sciences sociales, commerce et droit. Alors ce slide se concentre sur les diplômés de l'enseignement supérieur. Et pour ce niveau de diplôme, deux domaines d'études se dégagent. Ce sont les sciences sociales, commerce et droit, et la santé et protection sociale. Cependant, les personnes originaires d'un autre pays européen, d'Océanie Extrême-Orient et d'Amérique du Nord se distinguent par une part plus importante dans le domaine des lettres et arts au détriment de la santé et protection sociale. Alors nous allons maintenant voir comment l'origine, le niveau de qualification ainsi que le domaine d'études affectent la position d'une personne sur le marché du travail. Alors comme nous l'avons déjà observé dans les rapports précédents, le taux d'emploi est toujours le plus élevé pour les personnes d'origine belge avec un taux de 73,7%. Cela s'observe par un écart négatif entre le taux d'emploi pour les personnes d'origine belge et pour le taux d'emploi des personnes d'origine étrangère. Alors le taux d'emploi le plus faible s'observe pour les personnes originaires du Proche et Moyen-Orient. C'est également pour ce seul groupe pour lequel le taux d'emploi a diminué entre 2014 et 2016, passant de 37,3% à 33,6%. Cependant, il faut mentionner que la proportion d'immigrants récents de cette origine a fortement augmenté entre 2008 et 2016, passant de 28% à 53,6%. Cela concerne donc un grand nombre de personnes devant faire face à des obstacles spécifiques, tels que la connaissance d'une des langues nationales ou encore la reconnaissance d'un diplôme non reconnu actuellement. Alors, malgré une tendance positive pour toutes les origines, seules les personnes d'origine belge et celles originaires d'un pays de l'UE 13 avaient en 2016 un taux supérieur à 60%. Alors, le taux de chômage évolue favorablement pour toutes les origines, mais reste le plus faible pour les Belges d'origine, avec un taux de 4,8%. Et est le plus élevé pour les personnes d'origine maghrébine avec 19,4%. L'écart du taux de chômage par rapport aux personnes d'origine belge est le plus important en 2016 pour les personnes d'origine maghrébine et les personnes originaires d'un autre pays africain. Alors, le taux d'inactivité en 2016 et à nouveau, comme nous l'avions vu dans le précédent rapport, est le plus élevé pour les personnes originaires du Proche et Moyen-Orient avec un taux de 56,2%, ce qui n'est pas étonnant vu leur faible taux d'emploi. Quelques origines présentent des taux d'inactivité très élevés, comme les personnes originaires d'un pays candidat à l'UE, du Maghreb, d'un autre pays européen, d'Océanie, Extrême-Orient et d'un autre pays d'Asie, avec des taux proches de 40%. Cependant, nous constatons une diminution générale de l'inactivité depuis 2008, sauf pour les personnes d'origine belge, qui connaissent une très légère augmentation de 0,9 points de pourcent, et celles originaires du Proche et Moyen-Orient, avec une augmentation de 5,7 points de pourcent.
Alors, comme Valérie vous l'a présenté, les principaux indicateurs de ce rapport montrent que les personnes d'origine étrangère trouvent moins bien leur place sur le marché du travail. En dehors de ce constat, un certain nombre d'indicateurs permettent également d'avoir une idée de la qualité du travail, des caractéristiques de l'emploi. Par exemple, il existe dans le rapport des chiffres sur le travail à temps plein, à temps partiel, le secteur d'emploi, les niveaux de salaire et leur évolution. Nous allons regarder donc sur ce slide les niveaux de salaire. Alors le graphique que vous voyez ici montre la proportion de chaque groupe d'origine dans les salaires faibles ou élevés. Nous comparons ici sur la base d'un salaire journalier en équivalent temps plein, de sorte que le fait qu'une personne travaille ou non à temps plein n'a pas d'incidence sur cet indicateur. La première chose qui frappe se voit ici à gauche du graphique, ce sont les fortes proportions de la plupart des origines étrangères dans les salaires bas. Ici, en orange, nous avons les personnes d'origine belge. En contrepartie, on retrouve moins souvent les personnes d'origine étrangère dans les salaires les plus élevés. En orange et en vert foncé, vous pouvez voir que ce sont les personnes d'origine belge et d'origine nord-américaine qui se retrouvent le plus souvent dans le niveau de salaire élevé. Parmi les salaires bas, ce sont les personnes originaires de l'UE 13, d'autres pays d'Asie et d'Amérique centrale et du Sud qui se retrouvent le plus souvent dans le niveau de salaire bas. Ensuite, je vous propose de nous arrêter 2 minutes sur la situation dans le secteur public. En effet, ce n'est pas seulement un secteur qui compte la plus grande proportion de travailleurs en Belgique, mais c'est aussi un secteur qui devrait pouvoir servir d'exemple pour le reste du marché du travail. Donc tous les graphiques sur ce slide concernent le secteur public, y compris le secteur de l'éducation. Alors on constate tout de suite que l'origine belge est toujours surreprésentée dans le secteur public. On le voit ici en bleu, plus de 3 travailleurs sur 4 sont d'origine belge dans le secteur public. Les autres origines que nous retrouvons le plus souvent dans ce secteur sont celles des pays de l'UE 14, des personnes d'origine maghrébine et de l'Afrique subsaharienne. Leur proportion a par ailleurs légèrement augmenté. Si l'on étudie le type de contrat que les travailleurs du secteur public détiennent, on voit sur ce graphique que les personnes d'origine belge sont toujours de loin les plus employées en tant que fonctionnaires dans le secteur public. Vous comparez ici le gris par rapport aux autres origines. Les personnes d'origine étrangère travaillent plus souvent que les personnes d'origine belge comme ouvriers, et ceci est particulièrement remarquable pour les personnes originaires du Proche-Moyen-Orient et d'autres pays asiatiques. Arrêtons-nous maintenant sur une variable cruciale lorsque l'on s'intéresse à la participation au marché du travail. Il s'agit du niveau de diplôme. Sur ce graphique, vous pouvez voir le taux d'emploi par origine et par niveau de diplôme. La première chose à voir est que systématiquement, les personnes ayant un niveau de diplôme plus élevé ont un taux d'emploi plus élevé. Je l'ai représenté ici en rose pour le total, mais vous pouvez voir que c'est le cas pour toutes les origines. Quand le niveau de diplôme augmente, le taux d'emploi augmente. Et d'ailleurs, ceci s'applique à presque tous les indicateurs de ce rapport. Les personnes ayant un diplôme issu de l'enseignement supérieur ont toujours une meilleure position sur le marché du travail que les personnes ayant un niveau de diplôme du secondaire supérieur, qui à leur tour ont une meilleure position que les personnes ayant au maximum un niveau de diplôme du secondaire inférieur. Ce qui est très interpellant sur ce graphique, c'est que le taux d'emploi des personnes d'origine étrangère ayant un diplôme du supérieur, donc toutes les barres grises là indiquées par les petites flèches bleues, ce taux d'emploi reste toujours inférieur à celui des personnes d'origine belge de même niveau de diplôme, ici, en rose. Donc le taux d'emploi des personnes d'origine belge pour ce diplôme supérieur culmine à 84%, alors que les taux d'emploi des diplômés du supérieur d'origine étrangère oscillent entre 53 et 70%. Donc à niveau de diplôme égal, des inégalités persistent. Par ailleurs, entre 2008 et 2016, l'écart de taux d'emploi par rapport aux personnes d'origine belge s'est réduit pour chaque niveau de diplôme et pour presque toutes les origines. Mais l'écart reste le plus important chez les personnes ayant un diplôme d'enseignement supérieur. On peut donc en déduire que même si un diplôme du supérieur aide à l'intégration sur le marché du travail, des études de longue durée sont moins payantes pour les personnes d'origine étrangère. Si.
Si l'emploi total a connu une croissance pour toutes les origines entre 2011 et 2016, ce constat ne s'observe pas pour tous les secteurs. Ainsi, l'industrie, le secteur C, a connu la diminution la plus importante de l'emploi entre 2011 et 2016. Ce sont principalement les salariés d'origine belge et originaires de l'UE 14 qui ont quitté ce secteur. Dans les secteurs de la construction, secteur F, du commerce, secteur G, et du transport, secteur H, secteurs ayant des niveaux de salaire plutôt bas, il y a également eu des départs de travailleurs d'origine belge pour cause de mise à la retraite, de mobilité professionnelle ou encore de licenciement collectif. Ce slide reprend cette évolution de l'emploi par secteur, mais par niveau de diplôme. Et pour des raisons de lisibilité, nous n'avons repris sur ce slide que le niveau de diplôme faible et élevé. Nous pouvons ainsi voir qu'au cours de la période 2011-2016, il y a eu une destruction d'emplois pour les personnes disposant au maximum d'un diplôme du secondaire inférieur, alors qu'il y a eu création d'emplois pour les autres niveaux de diplôme, et ce pour toutes les origines. Pour les diplômés au maximum du secondaire inférieur, nous ne constatons une diminution de l'emploi que pour les Belges d'origine et pour les originaires de l'UE 14. Pour les autres origines, le nombre d'emplois occupés a augmenté, mais dans une proportion bien moindre que pour les diplômés du secondaire supérieur et de l'enseignement supérieur. Alors, sur ce slide, on peut constater que tous les domaines d'études n'offrent pas les mêmes possibilités sur le marché du travail. Mais cependant, ce qu'on peut dire, c'est que pour tous les domaines d'études, plus le niveau de diplôme est élevé, plus le taux d'emploi est élevé. Et ceci s'applique à toutes les origines. L'écart de taux d'emploi entre les personnes d'origine belge et celles d'origine non européenne n'est pas la même pour chaque niveau de diplôme. Pour les personnes ayant au maximum un diplôme du secondaire inférieur, l'écart de taux d'emploi est le plus important pour le domaine d'études lettres et arts. Pour les personnes ayant un diplôme du secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur, l'écart est le plus important dans le domaine de l'agriculture et des sciences vétérinaires. Alors, si nous nous concentrons sur les personnes titulaires d'un master, nous pouvons constater qu'un même domaine d'études n'offre pas les mêmes possibilités d'emploi pour tous. L'écart de taux d'emploi entre les personnes d'origine belge et les personnes d'origine étrangère reste très important, et en particulier dans le domaine de l'éducation et celui des services. Il est possible que les secteurs auxquels mènent ces deux domaines d'études accordent plus de poids aux compétences linguistiques que les autres domaines d'études, ce qui signifie que les nouveaux arrivants ont un handicap supplémentaire. Dans le domaine de la santé et protection sociale, domaine pour lequel les Belges d'origine ont un taux d'emploi de 93,4% et où il y a clairement de nombreux emplois, il y a un écart de 12 points de pourcent entre les personnes d'origine belge et celles d'origine non européenne. Cependant, cet écart y est beaucoup plus faible que dans les autres domaines d'études et la différence entre les personnes d'origine européenne et non européenne y est également très faible avec un écart de seulement 1,9 points de pourcent. Pour les autres domaines, l'écart de taux d'emploi entre les personnes d'origine belge et non européenne se situe entre 20 et 25 points de pourcent. Alors, afin de comprendre pourquoi les personnes d'origine étrangère, même avec un domaine d'études et un niveau de diplôme semblable à ceux des Belges d'origine, sont moins souvent en emploi ou perçoivent un salaire moindre, nous devons regarder s'il existe pour elles une inadéquation plus forte au niveau des compétences. Ce slide reprend pour 5 groupes de secteurs les personnes travaillant dans ces secteurs et ayant un diplôme de l'enseignement supérieur, et ce uniquement pour les personnes d'origine belge et celles d'origine non européenne. Nous pouvons constater que dans les secteurs généralement moins bien rémunérés, comme l'industrie, l'hôtellerie et l'enseignement, les personnes d'origine belge possèdent plus souvent que les personnes non européennes le diplôme dans le domaine spécifique au secteur. Dans les secteurs bien rémunérés, comme les activités financières ou l'information et communication, les personnes d'origine étrangère possèdent plus souvent que les personnes d'origine belge le diplôme spécifique, alors que les Belges d'origine sont dans ces secteurs avec des domaines d'études qui n'étaient pas spécifiques à ces secteurs. Il semble donc qu'il existe une sorte d'inadéquation inverse des compétences. Les personnes d'origine belge se retrouvent dans les secteurs à salaire relativement élevé, sans spécialement avoir un diplôme spécifiquement lié au secteur,
alors que les personnes d'origine non européenne s'y retrouvent, mais uniquement lorsqu'elles disposent d'un diplôme spécifique. L'inverse est vrai pour les secteurs moins bien rémunérés. Alors, comme dans le rapport précédent, nous consacrons un chapitre à la situation sur le marché du travail des jeunes qui s'inscrivent pour la première fois comme demandeurs d'emploi. Donc, les jeunes qui en ont fini avec leurs études doivent passer par un stage d'insertion professionnelle de 310 jours, après quoi, s'ils ne sont pas en emploi et à certaines conditions, ils pourront bénéficier d'une allocation d'insertion. Donc, comme la dernière fois, nous avons examiné combien de temps il faut à ces jeunes pour avoir leur premier emploi et combien d'entre eux restent sans emploi pendant plus d'1 an. Le tableau et le graphique de ce slide présentent les résultats en fonction du niveau d'éducation. Si nous regardons à gauche du graphique, nous voyons qu'il existe clairement un lien entre le niveau d'éducation et les chances de trouver rapidement un emploi. Vous pouvez voir donc sur la gauche du graphique la durée médiane entre le début de la période d'insertion professionnelle et le premier emploi. Les jeunes qui ont terminé au maximum le premier cycle de l'enseignement secondaire ont beaucoup de mal à trouver un emploi pendant leur stage d'insertion professionnelle. Plus de 50% d'entre eux n'ont toujours pas d'emploi à la fin de leur stage d'insertion, quelle que soit leur origine. En revanche, les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur obtiennent un premier emploi plus rapidement. Nous avons donc pour les personnes d'origine belge et UE14 un temps médian de 3 mois. Pour certaines origines, par exemple celles du pays du Maghreb, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ou des pays d'Afrique subsaharienne, cela met 2 fois plus de temps que les personnes d'origine belge ou UE14 à trouver ce premier emploi. Et pour certaines origines encore, celles du Proche Moyen-Orient, ça prend 3 fois plus de temps. Sur la droite de ce graphique, on représente la proportion par origine des jeunes qui restent sans emploi pendant plus d'1 an, donc jusqu'à la fin de leur période d'insertion. Vous pouvez voir que moins les jeunes sont diplômés, plus ils sont susceptibles de rester sans emploi pendant plus d'1 an. Alors, un thème que nous avons également étudié dans le rapport précédent et que nous répétons dans cette édition est celui de l'intégration sur le marché du travail par type de motif de séjour. Ce qui est nouveau pour ce rapport, c'est que nous avons pu étudier l'évolution sur 7 ans. Alors d'abord, qu'est-ce que le motif de séjour? Donc, tout étranger résidant légalement en Belgique pour plus de 3 mois se voit enregistrer un motif de séjour dans le registre national. Il s'agit donc d'une catégorie administrative encodée par les employés communaux en fonction du motif de délivrance du titre de séjour donné par les autorités belges. Alors, comme la dernière fois, nous constatons que les personnes dont le premier motif de séjour enregistré est le travail, donc vous les voyez ici en orange, ont un taux d'emploi élevé et que ce taux change peu au fil du temps. D'autres groupes connaissent des évolutions plus remarquables. Les personnes dont le premier motif est les études, ici en jaune, voient leur taux d'emploi passer de 18 à près de 45% en 7 ans. Les personnes qui relèvent de la protection internationale, ici en bleu clair sur le graphique, c'est-à-dire les réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, voient également leur taux d'emploi augmenter fortement, passant de 10% à près de 47%. Enfin, pour les autres motifs de séjour, tels que le regroupement familial et la régularisation, on constate également une augmentation de la proportion des travailleurs salariés. Alors, pour la dernière partie de cette présentation, nous présentons les résultats des chapitres par thématique. Nous commençons par le focus présentant la trajectoire sur le marché du travail des personnes ayant travaillé avec un contrat article 60. Donc, brièvement, l'article 60 est une mesure de mise à l'emploi via un contrat de travail article 60 dont peuvent bénéficier les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière. Cette mesure vise les personnes qui sont éloignées de l'emploi et a pour objectif de les réintégrer dans le système de la sécurité sociale et de les réinsérer dans le processus du travail. Sur ce slide, vous voyez pour chaque origine la situation socio-économique au premier trimestre après un emploi sous contrat article 60, 1 an après ce contrat et 3 ans après ce contrat. Ce qu'on voit tout d'abord ici sur le graphique du milieu, c'est qu'après un contrat en article 60, pour toutes les origines, la majorité des personnes sont au chômage un trimestre après. On constate que cette part dans le chômage diminue avec le temps, surtout pour les personnes originaires du Proche et du Moyen-Orient.
D'autre part, sur le graphique de gauche, on voit la part des personnes en emploi on voit la part des personnes qui sont en emploi après un emploi sous un contrat article 60 et on constate qu'en 3 ans de suivi, la part des personnes en emploi augmente, sauf pour les personnes d'origine belge, ici en bleu foncé, qui restent assez stables. En particulier, les personnes originaires du Proche et du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne sont celles qui progressent le plus. Enfin, sur le graphique de droite, il apparaît également qu'une partie redevient inactive après l'emploi sous contrat article 60 et que ces proportions augmentent. Les personnes originaires du Proche et du Moyen-Orient constituent à nouveau une exception à ce constat. Alors nous avons également examiné plus en détail la situation sur le marché du travail des personnes originaires du Congo, du Rwanda et du Burundi, car il s'agit de groupes importants au sein du groupe des personnes originaires de l'Afrique subsaharienne. En effet, ils représentent 43% de ce groupe. Au total, cela concerne 1% de l'ensemble des personnes en âge de travailler. Le premier constat important est que le niveau de diplôme global de ce groupe est assez élevé. D'une part, il compte une forte proportion de personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, et d'autre part, il compte également une forte proportion de personnes ayant un diplôme obtenu à l'étranger et non reconnu en Belgique. Cette proportion est plus grande que pour celle des autres origines. Nous avons donc choisi, dans ce chapitre, de rendre également compte de la catégorie donc, de ces personnes. Alors, sur ce graphique, vous pouvez voir la situation de ces groupes en termes de taux d'emploi par niveau diplôme. Donc, avec ici en jaune la catégorie dont je viens de parler, donc les diplômes étrangers non reconnus en Belgique. Alors, tout d'abord, il est frappant de constater que les taux d'emploi sont généralement faibles, ce que nous avons d'ailleurs constaté ailleurs dans le rapport. Pour rappel, le taux d'emploi des personnes d'origine belge est de 73,7%. Par ailleurs, ici encore, les personnes ayant un niveau de diplôme de l'enseignement supérieur sont plus souvent en emploi. Vous le voyez donc sur les barres grises plus élevées sur le graphique. Deuxièmement, nous constatons que pour tous les niveaux de diplôme, les personnes d'origine rwandaise ont les taux d'emploi les plus élevés. Et enfin, si vous regardez les barres jaunes représentant les diplômes obtenus à l'étranger et non reconnus en Belgique, vous verrez qu'ils ont un meilleur taux d'emploi que les personnes ayant un niveau de diplôme maximum du secondaire inférieur. Cela peut donc indiquer que certains d'entre eux parviennent à tirer profit de ce diplôme étranger sur le marché du travail, et cela soulève bien sûr des questions sur la grande proportion de diplômes non reconnus en Belgique. Nous avons également analysé la situation des personnes d'origine européenne de manière détaillée, c'est-à-dire par pays d'origine. Certaines origines spécifiques n'ont pas pu être analysées, soit en raison de la faible taille des effectifs, soit parce que certaines de ces origines semblent avoir des parts importantes de fonctionnaires européens, biaisant vers le bas leur taux d'emploi, car ils sont considérés comme inactifs dans les données de la Banque Carrefour. Alors, aucune des origines analysées n'atteint le taux d'emploi de 73,7% des personnes d'origine belge. Ce sont les personnes d'origine polonaise qui ont le taux d'emploi le plus élevé avec 67,9%, suivi des personnes d'origine néerlandaise et roumaine. Le taux d'emploi le plus faible est observé pour les personnes d'origine tchèque avec 47,2% et tchécoslovaque avec 42%. Le trio de tête est quelque peu différent quand on ventile les données par genre. Si l'on retrouve bien les personnes d'origine polonaise et néerlandaise dans les meilleurs taux d'emploi des hommes comme pour les femmes, le taux d'emploi le plus élevé pour les hommes est celui des personnes d'origine roumaine avec 73,7%, alors que le troisième meilleur taux d'emploi pour les femmes est celui des personnes d'origine portugaise. Quand on analyse le taux d'emploi selon le niveau de diplôme, nous pouvons voir que pour les personnes ayant au maximum un diplôme du secondaire inférieur, ce sont les personnes d'origine portugaise qui ont le taux d'emploi le plus élevé avec un taux de 61,7%, suivi des personnes originaires des Pays-Bas et de Pologne. Lorsqu'elles ont un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, les personnes d'origine italienne ont le taux d'emploi le plus élevé, avec un taux de 68,4%, suivi par les personnes d'origine portugaise et d'origine espagnole.
Et enfin, ce sont à nouveau les personnes d'origine italienne qui, avec un taux de 78,4%, se retrouvent en haut du classement si l'on examine les taux d'emploi des personnes diplômées de l'enseignement supérieur, suivis cette fois-ci par les personnes originaires des Pays-Bas et de la République tchèque. Alors, par historique migratoire, nous observons que les personnes de la deuxième génération ont un taux d'emploi majoritairement plus élevé que celui de la première génération. Et c'est surtout le cas lorsque les parents ont acquis la nationalité belge. Ce sont les personnes d'origine néerlandaise, britannique et italienne qui ont les taux les plus élevés dans cette dernière catégorie. Les personnes d'origine polonaise et roumaine ont quant à elles un taux d'emploi plus élevé lorsqu'elles relèvent de la première génération ayant acquis la nationalité belge depuis 5 ans ou moins, ou quand elles sont de première génération de nationalité étrangère inscrite au registre national depuis 5 ans ou moins. Alors, afin de mieux comprendre la dynamique des personnes relevant de la deuxième génération, nous avons décomposé ce groupe en 6 catégories. Les personnes ayant 2 parents nés avec la nationalité d'un pays européen, celles ayant 2 parents nés avec la nationalité d'un pays non européen, celles ayant un parent né belge et l'autre né soit avec la nationalité d'un pays européen, soit non européen, celles ayant un parent né avec la nationalité d'un pays européen et l'autre est né avec la nationalité d'un pays non européen, et enfin la catégorie haute qui est essentiellement composée de personnes n'ayant qu'un seul parent pour lequel la nationalité à la naissance est connue. Alors, ce qui est intéressant de constater sur ce premier graphique, c'est que pour quasiment toutes les origines, les personnes de la deuxième génération ont principalement un parent né belge et l'autre né soit européen, soit non européen. Cependant, les personnes originaires d'un pays candidat à l'Union européenne, ainsi que les personnes originaires du Maghreb, ont quant à elles majoritairement des parents nés tous les deux non européens, avec une part qui s'élève à 91,9% pour les personnes originaires d'un pays candidat à l'UE et à 80,1% pour celles originaires du Maghreb. Alors, le deuxième graphique reprend le taux d'emploi de ces différents groupes, selon l'origine, ainsi que l'écart de taux d'emploi avec la première génération. Alors, de manière générale, le taux d'emploi est supérieur quand les personnes ont un parent né belge et l'autre né non européen ou européen, à l'exception des personnes originaires de l'UE 14 et d'un pays candidat pour lesquels le taux d'emploi est plus élevé quand elles ont 2 parents nés européens ou non européens, et les personnes originaires d'Océanie Extrême-Orient pour lesquelles le taux d'emploi est le plus élevé quand elles ont un parent né européen et l'autre né non européen. Alors, l'écart du taux d'emploi entre les différents types de deuxième génération avec la première génération de chaque origine indique que de manière générale, le taux d'emploi de la deuxième génération est meilleur que celui de la première génération. Cependant, ce n'est pas le cas pour les personnes originaires d'un autre pays africain, d'un pays de l'UE 13, d'Amérique du Sud et centrale. Il est intéressant de noter que le taux d'emploi des personnes originaires d'un autre pays africain ayant 2 parents nés non européens est inférieur de 11,2% par rapport à celui de la première génération. Alors, l'avantage de la deuxième génération sur la première en termes de taux d'emploi est plus grand pour les personnes ayant un parent né belge et l'autre né européen ou né non européen, à l'exception des personnes originaires d'un pays de l'UE 14, d'un pays candidat à l'UE et d'Océanie Extrême-Orient. Ce qui est par contre interpellant, c'est que l'avantage de la deuxième génération a diminué entre 2008 et 2016, sauf pour les personnes originaires du Proche et Moyen-Orient et d'un autre pays asiatique. Alors, nous avons également analysé les 3 principaux indicateurs du marché du travail, à savoir l'emploi, le chômage et l'inactivité, pour 16 villes, ainsi que pour les 19 communes de Bruxelles qui ont été regroupées en 5 sous-groupes. Alors, l'écart entre les personnes d'origine belge et étrangère n'est pas partout le même, et ces différences ne sont pas du tout faciles à expliquer. Ces écarts sont en partie liés aux différentes caractéristiques des villes, telles que le niveau d'éducation de la population, la proportion des migrants récents ou encore l'histoire économique de la ville. Il y a également de grandes différences dans la position des différentes origines entre elles.
Certaines villes ayant de bonnes performances en termes de taux d'emploi présentent un écart important entre les Belges d'origine et les personnes non européennes, comme à Bruxelles dans les communes avec des niveaux de salaire élevés par exemple, et d'autres un écart très limité, comme à Bruges. De même, les villes ayant des performances généralement moins bonnes en termes de taux d'emploi peuvent présenter des écarts très faibles entre les différentes origines, comme à Charleroi par exemple, ou de très grands écarts, comme à Verviers. Cela peut indiquer que le développement économique d'une région joue un rôle, mais que les décideurs politiques ainsi que leurs partenaires au niveau local peuvent jouer un rôle et contribuer à une dynamique qui fait la différence. Alors enfin, je souhaiterais conclure en mentionnant la richesse des annexes de ce rapport qui se trouve sur le site du SPF Emploi. Vous y retrouverez près de 500 tableaux reprenant les différents indicateurs relatifs aux thèmes abordés lors de cette présentation, ainsi que dans le rapport, tels que la démographie, l'emploi, le chômage et l'inactivité, les secteurs, mais également les commissions paritaires, les réductions de cotisations sociales ou encore la mobilité entre statuts socio-économiques. Tous ces tableaux sont bien évidemment décomposés selon la variable origine et pour certains complétés avec la variable historique migratoire. Et ces tableaux sont également, pour une grande partie d'entre eux, ventilés selon le sexe, l'âge, la région, le niveau de diplôme, le domaine d'études et le type de ménage. Et je vais donner la parole aux deux orateurs suivants, qui sont Monsieur Tom Bevers pour le SPF Emploi et Monsieur Patrick Charlier pour UNIA. Et je pense que c'est Monsieur Bevers qui va commencer à vous parler. Merci en tout cas à vous tous pour votre intérêt. Merci Frédéric. Et bonjour à tout le monde. Donc, comme dans les éditions précédentes du monitoring, nous avons essayé de relier les conclusions de ce rapport à ce que nous savons par ailleurs de notre marché du travail, notamment à partir des recommandations que la Commission européenne, l'OCDE ou le Conseil supérieur de l'emploi publient régulièrement sur notre pays et qui, et nous sommes très heureux de le constater, utilisent également avec gratitude nos données. Donc, dans ce contexte, il peut également être utile de rappeler l'idée de base derrière le projet monitoring. C'est une double idée et ce rapport biennal, comme ça vient d'être rappelé, n'en est qu'une partie. À l'époque, nous sommes partis du constat que nous disposions dans notre pays d'une riche collection de données administratives sur le marché du travail et de la sécurité sociale, notamment le Data Warehouse de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, mais que les informations sur l'origine faisaient défaut. Toutefois, chacun des rapports auxquels j'ai déjà fait référence nous rappelle que les différences d'origine sur notre marché du travail en Belgique sont plus importantes que presque partout ailleurs. Et je reprends ce graphique sur le slide juste pour souligner encore une fois ce constat-là. Nous avons donc réuni la Banque Carrefour et le registre national, développant ainsi les concepts d'origine que nous utilisons dans ce rapport, mais qui sont depuis aussi devenus accessibles à tous ceux qui souhaitent étudier notre marché du travail. Cet investissement dans le Data Warehouse sera poursuivi en améliorant notre collaboration avec la Banque Carrefour, mais aussi avec d'autres partenaires tels que le SPF Sécurité Sociale, afin d'améliorer encore l'outil unique qui est le Data Warehouse. Alors, le grand écart entre les personnes nées à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne sur notre marché du travail, dont j'ai déjà parlé, se perpétue, et ce, sans compter la deuxième génération, bien que la situation de cette dernière est loin d'être parfaite, comme nous avons vu. Nous combinons cette observation avec un taux d'emploi en Belgique qui est généralement assez bas, malgré la hausse constante observée avant la crise du coronavirus. D'un côté, c'est une bonne nouvelle, car cela signifie qu'il y a encore de la place sur notre marché du travail. Mais nous devons immédiatement relier cette observation au fait que notre productivité élevée n'a pas augmenté depuis un certain temps et que nous devons donc assurer en même temps la croissance de l'emploi et la croissance de la productivité. Et ceci n'est pas une tâche facile. Je passe au slide suivant. Louise, oui, merci. Nous ne pouvons pas échapper à un certain nombre de tendances internationales importantes.
Au contraire, elles ont eu un impact plus important sur nous qu'ailleurs. Ces dernières années, par exemple, nous avons assisté à la disparition de nombreux emplois dans l'industrie, qui ont heureusement été remplacés par des emplois dans le secteur des services. Ce changement a créé un peu plus d'espace pour les personnes d'origine étrangère, ce qui est une bonne chose, mais il a également renforcé la dichotomie sur notre marché du travail entre les bons et les moins bons emplois, dont les mêmes personnes d'origine étrangère sont les premières à ressentir les conséquences. De plus, dans le chapitre sur les villes, nous voyons clairement les conséquences des précédentes vagues de désindustrialisation. En outre, nous constatons un glissement des emplois moins qualifiés vers des emplois plus qualifiés. Cela aussi est tout sauf neutre en termes d'origine, car nous savons qu'en moyenne, les personnes d'origine étrangère sortent de notre système éducatif avec un niveau d'instruction inférieur, une situation que l'OCDE souligne dans chaque nouveau rapport PISA, et que le rendement de l'éducation sur notre marché du travail pour les personnes d'origine étrangère est généralement aussi inférieur. Bien que nous apprenions de ce rapport que l'interaction entre l'origine, le diplôme, le domaine d'études et le secteur est complexe et qu'il existe des exceptions à la règle. Le désavantage éducatif ralentit la deuxième génération qui entre sur notre marché du travail avec des attentes qui sont légitimement plus élevées que la première génération. Alors, cette désindustrialisation et le déplacement des emplois vers des personnes plus qualifiées affectent un marché du travail qui, traditionnellement, en Belgique, ne s'adapte pas facilement. Le grand nombre d'offres d'emploi par demandeur, encore toujours maintenant, l'inadéquation des compétences et la faible mobilité professionnelle en sont des indications importantes. En effet, il n'est pas facile d'entrer sur un marché du travail avec peu de mouvements et cela frappe aussi particulièrement les personnes d'origine étrangère. De plus, elles ont encore plus de mal que d'autres à passer d'un moins bon emploi à un meilleur. Et bien que les différences entre les sexes sur notre marché du travail, en général, soient moins importantes que ce que l'on observe souvent dans d'autres pays, elles frappent particulièrement les femmes d'origine étrangère. Par exemple, parce que des structures telles que les garderies s'avèrent souvent moins facilement accessibles pour elles. Et même si, comme Patrick va certainement expliquer, l'analyse de plus en plus détaillée que nous pouvons faire des facteurs connexes nous amène à la conclusion inévitable que nous ne pouvons pas tout expliquer de cette manière et que, outre ces facteurs, les différentes formes de discrimination jouent aussi un rôle indéniable, cette analyse montre aussi clairement que nous devons continuer à nous concentrer sur un meilleur fonctionnement du marché du travail et un meilleur système d'éducation. Nous devons également prendre au sérieux l'appel de l'Europe et de l'OCDE en faveur d'une évaluation rigoureuse de l'impact de nos mesures. Ce rapport se penche entre autres sur l'article 60 et confirme le constat que ce système ne conduit pas toujours à une intégration durable sur le marché du travail. Cette analyse, il faut le dire, est antérieure à la régionalisation du système et pourrait donc, espérons-le, ne plus être pleinement valable maintenant, mais c'est un exemple d'une mesure qui peut être ajustée au mieux sur la base des meilleures pratiques internationales. Après tout, comme le souligne le rapport par pays de la Commission européenne de l'année dernière, nous restons le pays pour lequel le rapport entre les dépenses et les résultats en matière de politique du marché du travail est le plus mauvais. Nous terminons le rapport par une série de recommandations politiques. La plupart d'entre elles ne sont pas nouvelles et la plus importante est sans doute une approche intégrée à différents niveaux dans une perspective de long terme. Toutefois, chaque niveau de pouvoir, bien sûr, peut faire des progrès comme cela a été fait ces dernières années. Dans ce rapport, nous accordons une attention particulière aux villes et les mesures politiques prises à ce niveau ont certainement leur valeur. En outre, il peut également être plus facile d'impliquer les acteurs eux-mêmes dans la politique menée à ce niveau de pouvoir. Nous recommandons également que la réglementation soit aussi simple que possible. Cela aide en particulier les nouveaux arrivants
mais il est bien sûr dans l'intérêt de tous que les règles soient claires et transparentes. Bon, après avoir dû expliquer les mesures pour limiter la propagation du coronavirus, sans doute les décideurs politiques font mieux comprendre que toutes sortes d'incitations financières, que ce soit dans les impôts ou dans les allocations de chômage, ou des adaptations dans une réglementation déjà compliquée, risquent de ne pas avoir beaucoup d'impact si les gens à qui ces mesures s'adressent ne comprennent pas leur fonctionnement. J'ai déjà parlé de la mobilité sur le marché du travail. Faire en sorte que les gens ne gardent pas leur emploi à cause de toutes sortes de droits acquis, alors qu'ailleurs sur le marché du travail, ils seraient plus heureux et plus productifs, serait un progrès pour tout le monde. Faciliter l'introduction des personnes sur le marché du travail et compenser temporairement le désavantage d'un emploi moins bon, par exemple par un système comme les in-work benefits qu'on voit ailleurs en Europe, serait également un pas en avant pour tout le monde. Et bien sûr, la formation est cruciale. En outre, notre désavantage dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie est particulièrement problématique pour les personnes d'origine étrangère, vu qu'on a constaté que souvent, ils entrent sur le marché du travail avec un désavantage dans ce domaine. De nombreuses personnes viennent d'ailleurs dans notre pays en vue de s'intégrer au marché du travail. Mais très souvent, ces personnes ne sont pas seules. Elles viennent avec leur famille, bien sûr. Nous pensons qu'il faut accorder plus d'attention à leur intégration sur le marché du travail, et ce, dès le départ, même si ces membres de famille ne se proposent pas immédiatement spontanément. Le marché du travail doit être rendu accessible à tous le plus rapidement possible. Les personnes hautement qualifiées que nous souhaitons attirer en Belgique tiendront également compte des possibilités offertes aux membres de leur famille. Et le rapport que nous présentons aujourd'hui ne les convaincra peut-être pas de préférer notre pays à un autre pays européen, ce qui est un problème dans ce qu'on appelle la guerre mondiale pour les talents. Notre rapport montre une fois de plus combien il est important de choisir la bonne filière d'études et nous pensons que cela peut se faire en meilleure connaissance de cause. J'ai déjà fait référence à la reconnaissance des diplômes étrangers et nous sommes convaincus que l'Europe pourrait y jouer un rôle plus important. Enfin, nous devons continuer à œuvrer pour un marché de travail où les femmes et les hommes sont représentés de manière égale, ce qui signifie également rattraper les désavantages supplémentaires des femmes d'origine étrangère. Les structures d'accueil et de soins accessibles sont essentielles à cet égard. Et pour conclure, je voudrais mentionner que pour la première fois dans les rapports monitoring, nous avons également inclus dans notre rapport un certain nombre de recommandations sur l'appareil statistique et je voudrais donc inviter les lecteurs concernés ou intéressés à les examiner également. Cela étant dit, je passe maintenant la parole à Patrick qui va jeter encore un autre regard sur notre rapport. Merci beaucoup, Tom, pour ces conclusions. Et j'ai l'impression, ce n'est pas la première fois qu'on fait des conclusions sur ce rapport monitoring. On en est à la 4e édition et on commence à avoir un duo de conclusions où on nous entend et ceux qui nous connaissent seront peut-être imaginés qu'on va faire un duo à la Laurel et Hardy. Mais plus sérieusement, je voulais, pour ma part, aborder 3 points concernant les conclusions que nous pouvons tirer de cette 4e édition du monitoring socio-économique. Tout d'abord, il y a des évolutions positives. C'est quelque chose qui est à signaler et entre 2008 et 2016, on voit des évolutions positives, mais malheureusement, les inégalités restent et persistent sur différents points et restent préoccupantes. Il y a une augmentation du taux d'emploi, une diminution du taux de chômage et une diminution du taux d'inactivité qui participent à un rattrapage global entre les personnes d'origine étrangère et les personnes d'origine belge. On voit entre 2008 et 2016 une évolution de 3,6 points de pourcentage. Mais à ce rythme, cela va durer des décennies.
pour que la participation du marché du travail soit réellement proportionnelle. Et puisque nous avons les chiffres de 2016, nous ne savons rien dire sur l'impact de la crise Covid que nous avons connue. Nous attendons d'avoir ces chiffres dans les années à venir pour voir si ce mouvement de rattrapage se continue ou si cet impact de la crise a eu un effet délétère de ce point de vue-là. Par ailleurs, les constats d'inégalité liés aux indicateurs qualitatifs attachés à l'emploi, contrat, type de contrat, temps de travail, niveau des salaires, restent stables, mais restent inégaux. De ce point de vue-là, par exemple, les personnes d'origine étrangère sont surreprésentées dans les catégories ouvriers, dans les emplois moins stables, moins rémunérés, ou encore dans le secteur de l'intérim. Sans vouloir dénigrer ce secteur qui est important et qui peut servir de planche de salut vers des emplois plus stables, ça reste malgré tout un signe d'une moins grande stabilité. Par contre, ce qui est stable, ce sont ces constats d'inégalité. C'est depuis 8 ans, sur une période de 8 ans et au bout de 4 rapports, on a l'impression malheureusement de répéter certains de ces constats. Deuxième point, et Tom l'a évoqué brièvement, on voit que d'année en année, d'édition en édition, le monitoring s'affine au niveau des données et des critères d'analyse et il reste des différences inexpliquées qui, à nos yeux, indiquent une forme de discrimination. Ce tableau de plus en plus complet sur le marché du travail qui intègre les niveaux d'éducation depuis 2017, le domaine d'études en 2019, nous donne une image certainement plus précise de ce qu'on appelle l'ethnostratification et qui est une caractéristique bien installée de notre marché du travail. Par ailleurs, malgré l'ajout de ces variables, une part de ces différences entre personnes d'origine belge et personnes d'origine étrangère restant inexpliquées, il devient clair que ces différences, pour nous, démontrent une forme de discrimination structurelle du marché du travail. C'est un enjeu qui est important. Tout le monde peut concevoir qu'il y ait des situations individuelles de discrimination quand un employeur refuse d'engager quelqu'un sur base de l'origine, de la couleur de la peau ou sur d'autres critères. Mais enfin, ici, on parle des critères relevant des discriminations raciales. Mais pour nous, le monitoring socio-économique démontre cette forme de discrimination structurelle. Comment est-ce que cela fonctionne? Cela transparaît dans les règles et les procédures, mais également dans des règles de conduite et des normes non écrites. On n'est pas dans une forme de racisme intentionnel, volontaire. Loin de nous l'idée d'imaginer qu'il y a une sorte de complot de personnes qui organisent cette inégalité. On est vraiment dans un mode de fonctionnement qui reproduit ces inégalités à travers le temps. Il faut en prendre conscience pour pouvoir y répondre et l'accepter. Et on sait que cette question des discriminations structurelles n'est pas toujours acceptée partout parce que ça donne l'impression qu'on va pointer les gens comme étant des méchants racistes. L'idée n'est pas celle-là. Il y a un état de fait auquel il faut répondre et les questions ne sont pas de pointer ou de condamner ni moralement ni juridiquement ces questions de discrimination structurelle, mais d'y répondre comme un défi qui s'adresse à l'ensemble de notre société. À titre d'exemple, une personne d'origine étrangère, avoir un diplôme de l'enseignement supérieur n'est pas forcément la clé pour avoir un job et les écarts à niveau de diplôme équivalent sont également ici en faveur des personnes d'origine belge. Plus grave encore, Louise l'a signalé, ces écarts sont plus grands pour des diplômes élevés. Et donc, entreprendre des longues études est donc moins payant pour les personnes d'origine étrangère, ce qui est un constat malgré tout préoccupant. On peut aussi voir que les diplômes similaires n'offrent pas dans tous les cas les mêmes opportunités sur le marché du travail. À cet égard, le secteur des finances et des assurances fait figure d'exemple. Les Belges y trouvent un emploi via différents domaines d'études,
tandis qu'il existe suffisamment de personnes d'origine étrangère, mais qui disposent du diplôme adéquat pour le secteur en question et ne parviennent pas à y entrer lorsqu'elles ont un diplôme autre que celui pour le secteur représenté. Valérie vous a présenté les chiffres dans ce cadre-là, et cela vaut aussi pour les secteurs en pénurie comme la santé et la protection sociale. Cette discrimination structurelle n'intervient pas uniquement au niveau de l'accès au travail, mais également lorsque les personnes d'origine étrangère travaillent déjà dans un certain secteur, à diplôme identique niveau et domaine, les personnes d'origine étrangère, les personnes d'origine belge, pardon, sont mieux payées. Tous ces éléments sont à mettre en lien avec l'existence de ces discriminations sur le marché du travail. Elles ont été démontrées par d'autres recherches scientifiques, comme le baromètre de la diversité d'UNIA, qui date déjà de 2012 et qui démontre qu'à CV égal, il existe une préférence pour les CV d'origine belge. Ces résultats ont été répliqués par d'autres recherches scientifiques depuis. Cette discrimination, UNIA la constate également dans sa pratique lorsqu'il traite des signalements et des dossiers individuels, puisque le domaine de l'emploi a été en 2019 le premier domaine pour lequel nous ouvrons le plus de dossiers. 28% des dossiers relèvent de l'emploi. Troisième élément, quelles sont les pistes et qu'est-ce que nous voyons comme perspective à l'avenir? L'idée, c'est de prendre des mesures préventives, d'avoir des actions préventives. Alors, des avancées ont été réalisées rendant, par exemple, possible la technique des contrôles comme le mystery calling ou les tests de situation sur le marché du travail. C'est une ouverture qui existe au niveau de la région bruxelloise, au niveau fédéral, et il y a des propositions qui existent au niveau des autres régions. UNIA s'est réjoui de ces avancées, mais fait aujourd'hui le constat de la difficulté d'utilisation de certaines réglementations qui, à nos yeux, ont le mérite d'exister, mais sont encore parfois trop prudentes. Nous avons proposé en novembre dernier des recommandations pour une manière de faire plus efficace, de manière à ce que ces tests de situation, ces mystery calling, puissent être transformés en un instrument qui aboutit à des résultats. Par exemple, nous soulignons l'importance de pouvoir recourir au data mining. Dans ce cadre, les propositions ne se limitent pas à des contrôles purement réactifs basés sur des plaintes, mais le data mining permet des contrôles d'initiative et ciblés sur base d'indications objectives ou de témoins d'alerte, indépendamment d'un signalement ou d'une plainte individuelle. Dans ce cadre, UNIA plaide pour un développement accru de ces techniques de data mining. Il s'agit d'une série d'outils statistiques et informatiques qui permettent l'analyse d'une grande quantité de données afin de fournir des indices permettant d'indiquer des comportements potentiellement discriminatoires. Et ce résultat de data mining devrait permettre de procéder à des tests de situation ou à des mystery calling. Mais en plus, nos recommandations vont plus loin. On demande notamment que la condition cumulative requise aujourd'hui, notamment dans la réglementation bruxelloise, de réaliser un test d'une part s'il y a des indices sérieux et d'autre part s'il y a une plainte, que ce lien entre les indices sérieux et la plainte soit abandonné parce que ça permettrait de faciliter la procédure et l'ouverture à la possibilité de tests de situation, éventuellement même sans plainte. Par ailleurs, UNIA encourage les partenaires sociaux à développer des systèmes d'autorégulation et d'autocontrôle, mais cela doit se faire de manière transparente et les secteurs devraient permettre de ce point de vue-là, par après à l'inspection, d'effectuer plus facilement des contrôles ciblés si de manière systématique et répétée, il y a des problèmes qui sont établis à travers ces systèmes d'autorégulation et d'autocontrôle. Dans l'accord de gouvernement fédéral, on peut lire que le gouvernement veut améliorer le système de tests de discrimination. UNIA, bien entendu, s'en réjouit et s'engage à y contribuer. Il est important de mentionner que les nombreuses initiatives se complètent bien l'une l'autre. Le monitoring académique mentionné dans les accords de gouvernement au niveau flamand et fédéral, les systèmes d'autorégulation, les systèmes d'autocontrôle qui existent déjà dans certains secteurs, le pouvoir de l'inspection d'effectuer ces contrôles ciblés, c'est la combinaison de l'ensemble de ces systèmes qui conduit
indéniablement à moins de discrimination. Alors, au-delà de cela, parfois, on dit il vaut mieux prévenir que guérir, et donc des politiques de prévention sont de mise, et cela peut se traduire, par exemple, par la mise en œuvre d'actions positives. Le cadre légal est mis en place, il doit maintenant se traduire de manière concrète, et là aussi, une commission se met en place pour permettre la création d'actions positives, et je dois dire que de ce point de vue-là, nous recevons régulièrement des demandes d'employeurs qui souhaitent mettre en place des actions positives sans être accusés de discrimination. Par ailleurs, le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale a prévu dans sa déclaration de politique générale en 2019-2024 de conditionner en fonction de certains seuils, l'octroi d'une aide publique à l'emploi et à l'adoption d'un plan de diversité validé par Actiris en fixant des objectifs quantitatifs clairs et mesurables. Cet engagement mériterait d'être mis en œuvre. Enfin, UNIA, nous-mêmes prenons également notre part dans le développement de mesures préventives par la création, le développement et la mise à jour de notre outil de formation e-learning EDIV qui connaît un beau succès. Avant de redonner la parole à Frédéric Poupinel sur les éventuelles questions, je tiens ici, puisque je termine cette matinée de présentation, je tiens ici à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à rendre ce 4e monitoring possible. Je pense à Chris Brace, dont l'apport au niveau de ce qu'il peut apporter de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale est essentiel. Mes collègues d'UNIA, présents ou passés, d'abord et avant tout Hannah Vermouth, Rachel Warniers et Louise Callier. Je pense également à Annalisa Gadaleta, Bruno Martens, notre service communication et une pensée particulière pour Lodenolf qui organise ce live stream aujourd'hui. Et pour le SPF Emploi, sans qui rien de ceci ne serait possible, et je tiens à le souligner, Valérie Burnel, Frédéric Poupinel de Valençay, Anne Kounen, Marilyn de Spiegeler, Marie-Laure Noirom, Valérie Gilbert et Tom Bevers. Merci de votre attention et je donne tout de suite la parole à Frédéric pour peut-être un dernier temps de questions-réponses si nous en avons encore le temps. Merci de votre attention et à une prochaine très certainement.